La véritable compréhension d'Harry Potter est-elle alchimique? La vidéo qui pensait avoir découvert le sens profond et caché de la saga Harry Potter, en déclinant les 7 tomes selon les 7 étapes du deuil, est très intéressante et pertinente. Néanmoins, je pense que J.K. Rowling avait en tête une autre explication pour sa série parlant du monde des sorciers. Cette théorie est mon interprétation personnelle, n'hésitez pas à me dire avec bienveillance ce que vous en pensez en commentaire. Tous les avis sont bienvenus. Suite à la vidéo Harry Potter, la théorie qui explique tout, de Xionyxes, j'ai été interpellée par la fameuse phrase de J.K. Rowling qui disait « Il y a un grand secret au cœur de l'histoire d'Harry Potter, un grand secret qui, en un sens, expliquerait tout. » Il est évident que l'auteur connaît brillamment son sujet, l'alchimie. Les détails foisonnants prouvent qu'elle est dotée d'un grand savoir concernant les sujets traités dans ses romans. Donc, elle a dû faire des recherches sur l'alchimie, la pierre philosophale, les alchimistes connus dans l'histoire, mais aussi les runes, l'influence de la lune, la magie. Tous ces domaines qui, pour les non-initiés, sont réduits à de l'imaginaire et des légendes fantasmées. Pourtant, bon nombre de sociétés secrètes en font largement usage pour leurs propres intérêts ou pour améliorer l'état du monde, c'est selon. J.K. Rowling serait-elle justement l'une de ces initiées? D'ailleurs, ne vous êtes-vous jamais senti comme envoûté par la série Harry Potter? Pour ma part, j'étais littéralement droguée à ces livres, ces films en préparation et tous les produits dérivés qui me permettaient de prolonger mon expérience dans cet univers fabuleux mais néanmoins effrayant. Par exemple, Harry Potter est le seul livre que j'ai lu en anglais car j'étais incapable d'attendre la sortie de la traduction française prévue 3 mois plus tard. J'ai ressenti après la lecture du dernier tome une réelle libération. Enfin, je sortais de la dépendance à cette saga. Serait-ce si farfelu de penser que les fans assidus du monde du jeune sorcier ont été sous l'emprise d'un quelconque sortilège, nous poussant à consommer encore et encore tout ce qui se rapportait à cet univers magique? Chacun s'en fera sa propre opinion. Pour ma part, je pense que J.K. Rowling est une ensorceleuse qui connaît parfaitement les mondes occultes et subtils. Qu'en pensez-vous? Avez-vous aussi eu cette impression ou pas du tout? Les indices pourtant auraient dû nous sauter aux yeux, puisque le titre même du premier tome, en anglais, est explicite. Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou Harry Potter et la pierre philosophale. Malheureusement, la traduction française en a changé le titre. Mais tout de même, la pierre philosophale est centrale dans l'histoire du tome 1, ainsi que Nicolas Flamel, un alchimiste ayant réellement existé. Mais qu'est-ce que l'alchimie au juste? C'est un art qui mélange science et spiritualité. Il provient de l'Égypte antique. Rappelez-vous, la famille de Ron Weasley gagne un voyage en Égypte au début du tome 3. On pense que l'alchimie a pour but de transformer le plomb en or. En réalité, il s'agit d'abord de se transformer soi-même, l'alchimiste lui-même, de son état imparfait vers la pureté, la perfection. Le récit de cet enfant qui devient ado puis adulte nous guide vers la voie initiatique de l'alchimiste. Toutes les clés du parcours de l'apprenti sorcier alchimiste sont données subtilement durant ces 7 tomes. Voici une phrase qui résumerait bien le parcours alchimiste. Ces transits sont là pour brûler, calcinatio, quelque chose en nous afin de le réduire, solutio, pour en créer une nouvelle substance, coagulation, afin de repartir dans la vie à la manière d'un être sublimé, sublimatio. Calcinatio, solutio, coagulatio et sublimatio sont les différentes étapes que l'alchimiste utilise dans la fabrication de l'or à partir du plomb. Le but des alchimistes est aussi qu'un initié comprenne et voit des informations qui sont complètement invisibles pour un non-initié. Rappelez-vous, les moldus ne voient rien. Tous les messages que je vous dis dans cette vidéo me sont apparus seulement 10 ans après avoir lu les Harry Potter, car à cette époque, je ne connaissais rien à la science occulte ni au franc-maçonnisme. Maintenant que je me suis intéressée à ces sociétés discrètes, voire secrètes, tout me paraît clair et limpide. J.K. Rowling est soit l'un des leurs, soit elle révèle ce qu'elle a appris en les étudiant. Je vous laisse seul juge pour répondre à cette question. Dans l'art de l'alchimie,
Le chemin initiatique qui permet de transformer le plomb en or est divisé en plusieurs phases, en plusieurs opérations. Je les ai transposées dans la structure des 7 tomes. Il va de soi que le but premier des alchimistes n'est pas de changer du plomb en or, mais de changer l'alchimiste lui-même en sa plus lumineuse version. Il en est de même pour le plus célèbre des sorciers, ainsi que de ses millions de lecteurs s'ils se mettent à lire entre les lignes de leur saga préférée. J.K. Rowling a-t-elle délibérément réalisé une série alchimique? Non seulement dans les sujets abordés au cours des romans, mais aussi dans le parcours initiatique que les lecteurs sont amenés à réaliser tout au long de leur lecture. Autre détail important, les 4 éléments sont essentiels dans l'apprentissage des alchimistes. Ces 4 éléments, justement, se retrouvent à la fin des 4 premiers tomes de la série. Dans le tome 1, le climax du livre arrive dans le feu. Pour accéder à la salle secrète, Harry Potter doit traverser une porte enflammée, tel un rideau de feu qui va le purifier. La pierre philosophale est aussi appelée la pierre de feu, en raison de sa couleur rouge flamboyante. Tome 2, le récit culmine dans les égouts. Le sol est humide, il y a des flaques. L'élément est l'eau. Tome 3, la fin se passe dans la cabane hurlante, secouée par les vents et percée de toutes parts. L'air. Tome 4, le point culminant de l'histoire se déroule au cimetière. La Terre. La naissance de Voldemort est son incarnation dans la matière terrestre avec le sang, l'os et la chair qu'il utilise pour revenir à la vie. Dans le tome 5, la fin et l'élément central se trouvent dans le département des mystères, dans la pièce immense où sont rangés les globes en verre contenant les prophéties. Il s'agit sans doute du fameux 5e élément connu des alchimistes, l'éther. Cette substance invisible, impalpable, quantique, mais bien réelle. Tome 6, l'on passe ensuite à la matière presque sublimée, l'argent. L'un des chapitres du livre contient d'ailleurs ce mot, car il mentionne la coupe en argent appartenant à la famille Black. Et le tome 7, bien sûr, l'or. L'or vient clôturer la saga quand Harry rentre dans la banque de Gringotts et va dans la chambre coffre-fort où les 3 héros arrivent grâce à Gripsec. Là, il y a une multitude d'or, surtout une coupe, qui se démultiplie à l'infini. De l'or qui se fabrique à l'infini, n'est-ce pas le résultat d'une quête alchimique? C'est parti pour le développement de cette théorie alchimique. Tome 1, Harry Potter et la pierre philosophale. Élément feu. Toute quête alchimique débute par l'élément déclencheur qui fait passer l'apprenti de l'obscurité à la lumière. Tout comme le lapin blanc vient chercher Alice pour la conduire au pays des merveilles, l'élément déclencheur dans Harry Potter est Edwige, sa chouette blanche. C'est la chouette qui lui donne la première clé pour quitter le monde des moldus et découvrir celui des sorciers grâce à l'enveloppe de Poudlard qui lui propose de suivre des cours à l'école magique, jusqu'alors inconnue d'Harry Potter. Cette chouette blanche va le suivre tout au long de la série. Même chez les Dursley, où il retourne chaque été quand Poudlard est fermé, Edwige lui tient compagnie, aux grandes dames de son oncle. Cette chouette est aussi le symbole du chemin évolutif qu'Harry Potter prend depuis le tome 1, où il est enfant, jusqu'à la fin de la série, où Edwige meurt. Car Harry Potter quitte enfin l'adolescence pour devenir adulte. Il termine aussi dans le tome 7 son initiation alchimique. La chouette a fini sa tâche de fil conducteur vers l'évolution intérieure d'Harry. La maîtrise de la peur est l'une des étapes sur le chemin alchimique. Harry Potter n'a pas peur dans sa petite vie de banlieusard. Il est rejeté et harcelé par son cousin, mais il ne connaît pas réellement la peur. Même quand la peur se présente à lui en apprenant l'existence de Voldemort, Harry n'a toujours pas peur. Il est le seul à refuser de l'appeler « tu sais qui ». Il ne ressent pas de frayeur dans le fait de mentionner le nom du plus terrible des sorciers, même si c'est précisément Voldemort qui l'a rendu orphelin. Tout au long du tome 1, Harry va expérimenter la peur. Peur d'être désigné par le Choixpeau pour aller à Serpentard et non à Gryffondor. Peur d'être dévoré par le chien à 3 têtes. Peur de perdre son ami Ron lors du dernier jeu d'échecs grandeur nature. Peur d'être face à face avec son ennemi mortel. Ce tome 1 est le début de l'initiation pour découvrir, appréhender, affronter et transcender sa peur.
Harry Potter exorcise sa peur quand il décide d'aller visiter la partie interdite de Poudlard. Il se retrouve face à Touffu, le chien aux 3 têtes, et Harry flippe comme jamais. À la fin du roman, il y retournera et dépassera sa peur. Dans la mythologie, la porte de l'enfer est gardée par le Cerbère, un chien à 3 têtes. Harry doit dépasser sa terreur de l'approcher pour voir ce qui se cache en dessous de la trappe. Il doit découvrir les secrets profonds protégés par ce Cerbère à 3 têtes. Ces 3 têtes représentent aussi les 3 parties qui constituent l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Le véritable apprenti alchimiste devra affronter et dépasser la peur du chien à 3 têtes pour commencer sa quête personnelle. Contrairement aux moldus, qui restent chez eux à regarder les divertissements sans fin sur leur télévision, comme Dudley Dursley, Harry est en quête de la vérité. Il souhaite savoir qui il est vraiment. Pour obtenir des réponses, il lui faudra chercher et dépasser ses peurs les plus intenses. Il découvrira qu'il est infiniment plus qu'un simple humain. Harry est un sorcier puissant. Certes, mais ne serions-nous pas, nous aussi, riches d'un potentiel inimaginable ? Pour peu qu'on veuille se mettre en quête, nos dons, facultés et capacités endormies n'attendent qu'à être réveillés. Ainsi, l'école des sorciers et ses nombreux cours nous seront fort utiles pour avancer sur le chemin de l'épanouissement personnel. Les Dursley représentent la caricature du moldu consommateur, matérialiste, enfouissant la magnificence et le potentiel inouï qu'il possède au fond de lui, sous une épaisse couche de graisse, de méchanceté et de bêtise. Ainsi, l'on voit clairement 2 mondes se côtoyer, celui des humains qui ne croient à rien d'autre qu'à ce que leurs yeux blasés voient, la matière bien tangible, la science, et celui des sorciers ou alchimistes, qui sont curieux et ouverts aux choses subtiles, cachées, moins évidentes. Notre monde est, lui aussi, scindé en ces 2 sortes d'individus. Heureusement, si on le désire ardemment, l'on peut passer d'un côté à l'autre du miroir. Il suffit juste de le décider. Un point capital dans le parcours initiatique vient ensuite. Le mot qui le résume est « vitriol ». Vitriol est le mot qui résume la démarche à suivre alchimique. En latin, cela donne « visita, interiorisa, terrae, rectificandog, inventes, occultum, lapidem ». Et en français, « visite l'intérieur de la terre et en te changeant, en évoluant, tu trouveras la pierre cachée ». Je trouve que cette phrase résume parfaitement la fin du tome 1. Harry Potter descend par la trappe et après plusieurs salles contenant des épreuves qu'il réussit, il arrive à la pierre philosophale. L'élément feu est omniprésent en cette fin du premier tome. La porte qui mène à la pierre est un rideau de feu. Harry le traverse grâce à une potion magique et arrive face au miroir dans lequel se cache la pierre rouge. En alchimie, la calcination a pour rôle de décomposer la matière que l'on veut transformer afin d'en ôter tout ce qui est superflu, impur. L'alchimiste sait qu'il faut passer par l'humilité pour se transformer en la meilleure version de nous-mêmes. Trait de caractère aux antipodes de Voldemort, mais qui caractérise parfaitement Harry. Il pourrait avoir la grosse tête, Harry, et une immense fierté grâce à sa notoriété. Mais il se sentira toujours humble et à l'égal des autres. C'est d'ailleurs comme ça qu'il parvient à récupérer la pierre philosophale alors qu'elle n'était visible que dans le miroir. Dumbledore le précise à la fin, « Seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, pourrait la prendre. Les autres ne verraient que leur reflet dans le miroir. » L'auteur des romans n'a pas vraiment inventé cette phrase d'ailleurs, car elle existait déjà avant la série sous cette forme. Si tu cherches la pierre pour faire de l'or, tu ne la trouveras pas. Mais si tu la trouves, alors tu n'en as plus besoin. Voldemort cherche en vain le salut et la vie éternelle, car il cherche une solution magique qui se trouve à l'extérieur de lui. La pierre, le sang de licorne, les Horcruxes plus tard. Mais un véritable alchimiste sait que tout se trouve déjà en lui. C'est soi-même qu'on doit élever, transcender. Pour cela, il faut avoir le courage de regarder ses parties d'ombre, ses peurs, et avoir la modestie de savoir qu'on est perfectible. Voldemort préfère penser qu'il est parfait et que le problème vient toujours des autres. D'ailleurs, comme Voldemort n'arrive pas à contrôler ses pulsions de haine, de jalousie et d'envie, il met toute son énergie pour contrôler les autres. Ainsi, il a une énorme soif de pouvoir, car il veut combler un trou béant, celui de sa propre maîtrise.
Tome 2, Harry Potter et la Chambre des secrets. Élément O. L'étape suivante dans la quête initiatique est qu'il faut abaisser certaines choses pour en élever d'autres. Dobby en est l'exemple parfait. Malgré sa petite taille et son statut d'esclave, il fait preuve de bravoure, de grandeur d'âme et de cœur. Son courage l'élève. Inversement, les Malfoy, qui sont hautains et se considèrent comme faisant partie d'une élite supérieure aux Moldus et même aux autres sorciers, les Malfoy ont en réalité un comportement et une conscience petite, basse, minable. C'est une leçon alchimique que de savoir reconnaître la valeur malgré les apparences. Harry lui-même refusera de prendre au sérieux les avertissements de Dobby. Il rejettera les mises en garde de l'elfe de maison qui essaye en vain de le protéger des dangers prévus cette année à Poudlard. L'étape alchimique qui arrive ensuite est la purification et la régénération par l'eau, l'épreuve de l'eau. Bien entendu, en alchimie, la purification par l'eau est tout aussi spirituelle que physique. C'est clairement illustré à la fin du tome 2 quand Harry se trouve dans les conduits humides qui mènent à la chambre des secrets. Mimi Géniard inonde d'ailleurs régulièrement les toilettes qu'elle hante, et la porte cachée qui mène à la chambre des secrets se trouve derrière les robinets des toilettes de Mimi Géniard. Harry patauge dans les flaques une fois qu'il s'approche de la salle souterraine où se trouve le basilic. Le phénix a un rôle important dans ce tome 2, il donne aussi un message. Symbole par excellence de l'alchimie, le phénix représente la renaissance, la résilience. En renaissant de ses cendres, il laisse place à un nouvel être débarrassé de son passé ankylosant, libre des prisons construites par son ego. Tout cela ralentissait son évolution alchimique. Le phénix est l'exemple à suivre. À la fin du film 2, le phénix adoube Harry en lui donnant l'épée magique de Gryffondor. Preuve qu'Harry Potter est sur le bon chemin alchimique, il peut continuer sur cette voie. Tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, élément R. Il n'est pas au bout de son parcours initiatique et il est en train de découvrir l'étape suivante. La maîtrise de ses émotions, en particulier la colère. La maîtrise de soi. Oui, car être le maître du monde est bien plus aisé qu'être maître de ses émotions et de ses pulsions. Le tome 3 commence en fanfare. Harry Potter, qui est un jeune ado à présent, ne supporte plus qu'on dise du mal de ses parents. Il ne se laisse plus insulter, ni dénigrer par sa famille moldue. Preuve en est avec la tante Marge, qu'il fait gonfler comme un énorme ballon et envoie dans les airs. L'étape qui vient ensuite est une grande leçon alchimique. Refaire les mêmes erreurs qu'au début de sa quête est inévitable. Il faut l'accepter. Toujours dans une optique d'humilité, l'apprenti alchimiste doit accepter son imperfection. Il doit prendre conscience qu'il est un élève et qu'il fera encore et encore des erreurs. Que ces erreurs lui permettent justement de grandir et d'évoluer en sagesse et en conscience. Ce fait est magistralement symbolisé par le retourneur de temps d'Hermione. À la fin du tome 3, le dénouement de l'histoire est catastrophique. L'hippogriffe est décapité, Sirius Black, le parrain d'Harry, est emprisonné. Alors, Harry recommence. Il réessaye une nouvelle fois d'agir sur la situation. Et cela lui est possible grâce au retourneur de temps qui le fait revenir en arrière avec Hermione. Hermione est comme la petite voix sage et quasiment omnisciente de Harry. Hermione qui représente le principe féminin du héros, le principe récepteur. C'est elle qui reçoit les informations, les idées. Elle sait quasiment tout sur tout. Elle est comme une bibliothèque vivante. Tandis que Ron incarnerait plutôt le principe masculin du héros alchimique. Il est dans l'action, la réaction ou la procrastination. Impulsif, innocent et sans arrière-pensée, il agit souvent avant de réfléchir. Harry symbolise la partie neutre du héros. Il essaye d'équilibrer les deux pôles qui le constituent, celui d'Hermione et de Ron. C'est d'ailleurs la logique même que le couple qui se formera plus tard est Hermione et Ron, et non Harry Potter et Hermione. Le yin et le yang sont Hermione et Ron. Cette étape finale du tome 3 nous apprend que chacun possède d'innombrables chances qui passeront et repasseront sans cesse dans notre vie. Nous oscillerons sans fin entre échec et réussite. L'échec, en effet, est à considérer comme un apprentissage, tout autant que la réussite. L'élément R est manifeste à la fin du récit, car le dénouement de l'intrigue se passe dans la cabane hurlante, une maison haute et branlante, constamment traversée par des courants d'air. Les 4 éléments sont particulièrement visibles dans les films.
À la fin du film 1, Harry Potter et le professeur Quirrell sont entourés de flammes. Ils baignent dans la lumière orangée du feu. Dans le film 2, tout est humide. Le sol et les murs sont ruisselants. L'eau est bien représentée. À la fin du film 3, la cabane semble glaciale. Le vent s'y engouffre en sifflant. Pour le film 4, l'élément terre est clairement là, puisqu'on retrouve Harry pour la naissance de Voldemort dans un cimetière. Tome 4, Harry et la coupe de feu. Élément terre. Le tome 4 commence avec une règle de base dans le parcours alchimique. Les mêmes obstacles reviendront sans cesse tant qu'on ne les a pas définitivement réglés. Dans les 3 premiers tomes, le retour de Voldemort a pu être repoussé, mais le temps est venu de l'affronter réellement. Harry ne pourra indéfiniment retarder ce moment crucial. Ce moment qui le révélera à lui-même, qui lui permettra de transcender cette épreuve. Comme lui, nous nous incarnons sur cette planète pour finaliser nos expériences, pour en venir à bout, même si nous devons nous y confronter durant toute notre vie avant d'y parvenir. Voldemort est de retour. Chaque défaite l'a rendu plus fort. Après l'échec de la pierre philosophale et celui du journal intime de Tom Jedusor, Voldemort ne s'arrêtera devant rien pour retrouver un corps vaillant et puissant. Le tome 3 lui a permis de gagner un disciple qui le servira à réaliser ses projets, Peter Pettigrew. Harry Potter, en parallèle, a eu besoin de ce temps passé à l'école pour se lier d'amitié avec Ron et Hermione, pour apprendre la magie et en découvrir plus sur son passé et sa véritable nature. Les 2 protagonistes ont grandi de concert durant les 3 premiers livres. Harry est prêt à affronter un Voldemort en chair et en os. Aussi, l'univers le lui sert sur un plateau d'argent. Voldemort va récupérer son apparence humaine. L'étape alchimique qui vient ensuite est « douter de soi-même ». Qui suis-je? Que pensent les autres de moi? Lorsqu'il est choisi par la coupe de feu pour participer au tournoi des 3 sorciers, Harry est rejeté par tout le monde, y compris par son meilleur ami Ron. Même Dumbledore doute de lui. Seul contre tous, il comprend plus que jamais l'importance d'être relié aux autres et de faire partie du tout, de l'unité. Qui a mis son nom dans la coupe de feu? Il doute de lui-même, il semble perdu. D'ailleurs, est-il réellement un Gryffondor? Ou n'aurait-il pas eu sa place chez les Serpentards? Cette question restera présente dans son esprit. Il aimerait donner le meilleur de lui au monde, mais Harry doute souvent de sa véritable valeur. Dans le parcours initiatique, l'apprenti doit passer par ces questionnements intérieurs, cette remise en question totale de sa vie, de sa nature humaine et de tout ce qui la compose. Cela en devient vertigineux. La confiance qu'on avait avant disparaît. Confiance en nous, confiance en la vie, il ne reste plus rien d'avant. Mais c'est la seule manière de pouvoir construire son nouveau temple personnel. On pourra dès lors le bâtir sur une base saine, de laquelle on a enlevé ce qui ne correspondait pas à notre vérité. C'est comme une seconde naissance. Et cela se passe en parallèle de la renaissance du Seigneur des Ténèbres. Oui, car Harry et Voldemort sont étroitement liés. Sont-ils la même personne? Le côté obscur et le côté lumineux d'un même héros? Pour l'alchimiste, c'est bien de cela qu'il s'agit. On est notre propre ennemi. Le pire ennemi réside en nous-mêmes. Allons-nous nous battre indéfiniment contre lui, contre nous-mêmes donc? Ou allons-nous enfin comprendre qu'on est une seule et même conscience, incarnée dans différents corps, afin de pouvoir jouer au jeu de l'éveil? Mais revenons à Harry Potter. Le parcours de l'élève alchimiste est long et ardu, mais ô combien passionnant. Il y a une naissance, celle de Voldemort, pour une mort, celle de Cédric Diggory, une vie pour une vie. On est de la terre et on retournera à la terre. Pour clôturer cette étape, la mort de Cédric à la fin du tome 4 aura pour effet d'unifier les 4 maisons de Poudlard en une seule. Ce message est limpide lors du buffet de fin d'année où l'on est censé déclarer vainqueur la maison qui a eu le plus de points. Pour la première fois, aucune des 4 maisons ne sera nommée gagnante et une banderole unique trônera au-dessus des tables garnies de victuailles, celle de Poudlard. Face à la mort, au deuil et à la perte d'un être, on est tous rendus au même point, tous reliés dans la tristesse, tous unis pour surmonter cette épreuve. Dans ce tome 4, l'élément mis en valeur est l'élément terre. D'ailleurs, l'auteur nous fait un petit rappel des 3 éléments précédents juste avant d'arriver dans le cimetière. De plus, elle respecte l'ordre d'apparition des éléments dans la saga. La première tâche montre un dragon et son feu purificateur. La deuxième tâche se passe dans le lac des sirènes qui représente l'élément eau. La troisième tâche a lieu dans un immense labyrinthe constitué de haies hautes de plusieurs mètres noyées dans le brouillard, l'air.
Enfin, arrive le cimetière, symbolisant l'élément terre. Dans la symbolique alchimique, le labyrinthe représente le fait d'aller au plus profond de soi-même, avec la peur au ventre d'y croiser nos parts d'ombre, nos minotaures, nos sphinx gardiens de notre inconscient. C'est pourtant au terme de ce labyrinthe qu'Harry va retrouver Voldemort et lui donner vie malgré lui. Car Voldemort rassemble les ossements de son propre père Moldu, la main de Queue de Verre et un peu de sang d'Harry pour générer un nouveau corps d'homme. L'un et l'autre, bien qu'ennemis, font un. Ils sont constitués du même sang et ont déjà été reliés jadis quand Voldemort a tenté de tuer Harry et qu'il en est presque mort. Tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Élément, l'éther. Après avoir douté de soi-même, de ses capacités et de sa véritable nature, l'apprenti alchimiste va douter de la voie qu'il doit suivre, douter de son chemin. Plus que jamais, Harry Potter est en proie à son côté obscur dans ce tome 5. Par exemple, sur le quai 9¾ il voit Voldemort. Il est comme envoûté par lui. Il a la même attitude, les mêmes gestes que lui. Au cœur même de ses cauchemars, Harry se voit dans la peau de Nagini, le serpent géant de Voldemort. Harry Potter doute aussi de son père, car au cours d'une séance d'occlumencie avec Rogue, il découvre que son père a été odieux avec Rogue étant jeune, et que Sirius Black n'a pas non plus été toujours exemplaire. Harry doute aussi de la voie amoureuse qu'il est en train d'emprunter. Il aime discrètement Cho Chang depuis le tome 3. Or, maintenant qu'ils sont vraiment ensemble, cela n'est pas aussi idéal qu'il l'espérait. La fin de ce tome 5 lui révélera que Cho n'est pas l'âme sœur qui lui était destinée. Harry comprend petit à petit qu'il est maître de son destin, que s'il ne trouve pas à l'extérieur les valeurs qui lui tiennent à cœur, c'est à lui de les incarner. Dans ce tome 5, Harry et d'autres élèves vont créer leur propre cours de défense contre les forces du mal. Selon eux, leur professeur Dolores Umbridge n'est pas compétent. Ils vont eux-mêmes apprendre à combattre afin de gérer les dangers qu'ils rencontreront tout au long de leur existence. Les dangers provenant du monde extérieur tout autant que ceux issus d'eux-mêmes. Car la violence existe aussi en nous. Elle nous fait parfois basculer du côté sombre. Par exemple, lors des cours d'occlumencie, Harry doit apprendre à rendre son esprit hermétique afin qu'aucune force maléfique ne puisse y pénétrer pour l'influencer d'une manière ou d'une autre. L'occlumencie est la capacité à fermer son esprit à toute intrusion de messages ou pensées qui ne proviennent pas de nous. Ceci est aussi une belle métaphore pour expliquer comment fermer son esprit aux pulsions de violence qui passent par nous certaines fois. À la fin du tome 5, quand Voldemort prend carrément possession du corps d'Harry, il lui fait dire des monstruosités. Harry est en train de se laisser consumer par cette violence, cette haine qui est présente en lui. Grâce à Dumbledore qui lui parle et lui rappelle ce qu'il est réellement, Harry parvient à transcender cette violence extrême pour revenir au cœur de lui-même, là où règne l'amour et la lumière. L'apprenti sorcier, comme l'apprenti alchimiste, se doit de maîtriser la colère et la violence qui existent en lui. Cette leçon apprise au cours du tome 3, avec la peur, se répète encore et encore. La notion de polarité est primordiale dans l'apprentissage alchimique. Tout alchimiste sait qu'il existe toujours un pôle et son opposé, masculin, féminin, grand, petit, jour, nuit. La vie ne cesse d'osciller entre tous ces pôles. Dans Harry Potter, on voit clairement que cette connaissance des pôles est acquise par J.K. Rowling. Les Mange-Morts, l'Ordre du Phénix, Dumbledore, Voldemort, les Horcruxes, les reliques de la mort, les Moldus, sorciers, force des ténèbres, force de la lumière, etc. La polarité est à son comble à la fin du tome 5, quand les Mange-Morts rejoignent l'Ordre du Phénix et l'armée de Dumbledore au département des mystères. Les forces du bien s'opposent à celles du mal pour récupérer la prophétie qui parle d'Harry et de Voldemort. Cette dualité réside en nous aussi, et c'est précisément celle-ci qu'il faut d'abord apprendre à accueillir. Comment vivre dans un monde en paix quand nous sommes en perpétuelle lutte à l'intérieur de nous-mêmes? Voilà un grand secret alchimiste de plus. L'élément de ce tome 5 est le 5e élément, autrement dit, l'éther. L'éther est une substance impalpable, invisible et pourtant présente universellement. Cette énergie quantique est nommée prana, chi, amour, selon les différents endroits du monde. Elle est, selon moi, représentée dans les globes en verre contenant les différentes prophéties à la fin du tome 5. Certains d'entre eux diffusaient une lueur étrange, liquide. D'autres étaient aussi sombres et ternes que des ampoules usagées. Une lueur tiède, comme si le globe était resté des heures au soleil.
Harry Potter et le prince de sang mêlé. Métal, argent. Après l'élément éther, le principe qui englobe ce tome 6 est, selon moi, l'argent. Car l'argent est le métal qui précède l'or pour les alchimistes. On retrouvera donc l'or dans le dernier tome, le 7. Dans ce tome 6, il y a un chapitre qui s'intitule « Argent et opale », où l'auteur parle de la coupe d'argent appartenant à Sirius Black. La nouvelle leçon que ce livre va nous apprendre en tant qu'apprenti alchimiste est la temporalité de votre quête. Relativisons et lâchons prise sur l'attente du résultat. Maintenant, Harry sait où il doit aller. Il connaît le sens de sa mission. Se battre contre Voldemort et l'un d'eux doit mourir. En revanche, il comprend aussi que le temps est relatif, superflu. C'est-à-dire qu'il doit tendre vers son but, sans se soucier de le faire maintenant tout de suite. Harry Potter prendra le temps nécessaire pour mener à bien sa mission, et cela commence par en apprendre plus sur son ennemi. Qui est Voldemort? D'où vient-il? Quelle est sa famille, son parcours, ses faiblesses? Il prend le temps dans ce tome 6 de découvrir la mère et le père de Voldemort, ainsi que les passages importants de sa vie. Tout cela semble accessoire, pourtant c'est capital. Comment vaincre quelqu'un dont tu ignores presque tout? C'est aussi pour ça qu'Harry va encore à l'école cette 6e année. Le moment n'est pas encore venu de voler de ses propres ailes, loin de Poudlard. Il peut même prétendre à un semblant d'innocence avec son amour naissant pour Ginny, la sœur de Ron. C'est un tome où, malgré la gravité de ce qui se passe dans le monde des sorciers, les élèves peuvent vivre leur vie insouciante d'adolescents. Ron tombe amoureux de Lavande. Dans ce tome 6, Drago a reçu une mission du Seigneur des Ténèbres, celle de réparer l'armoire à disparaître qui se trouve dans la salle sur demande de Poudlard. Il va y consacrer tout son temps libre, du début à la fin de l'année scolaire. Drago s'éloigne de ses copains et ne pense plus qu'à ça. Pour réussir une quête alchimique, se hâter n'est pas la bonne méthode. Il faut faire les choses consciencieusement, en profondeur. Chacun doit effectuer sa quête selon son propre chemin, sa temporalité qui lui est propre. Aucune précipitation, aucune comparaison ne sont bénéfiques. Le temps n'est rien, le temps est illusoire. La leçon suivante du tome 6 est « Recevoir la puissance sans succomber au pouvoir ». Harry approfondit encore sa connaissance de lui-même face à cette ultime tentation, le pouvoir. Je pense que ce tome 6 est clairement fait pour illustrer cette étape de l'alchimiste en herbe. Harry reçoit le livre de potions annoté par un certain prince de sang mêlé. Grâce aux précieux conseils écrits dans les marges du manuel, Harry devient le meilleur élève de sa classe en potions. Mais, comme il s'agit de faire des potions magiques, Harry Potter détient alors un pouvoir incommensurable. Il parvient même à réaliser aisément la potion de Felix Felicis, de la chance liquide. Celui qui boit une gorgée de ce breuvage réussira toutes les actions qu'il mènera. Il peut aussi faire un filtre d'amour, ou toute autre potion qui lui donnerait un pouvoir dépassant de loin la plupart de ses confrères sorciers et sorcières. Pourtant, jamais Harry n'en profitera pour assouvir ses besoins égotiques. Aussi, quand il découvre le moyen de blesser gravement Drago Malfoy à l'aide d'un sort qu'il a appris dans ce manuel scolaire, Harry réalisera la responsabilité de tel pouvoir. Il prend la décision de se séparer du livre. Dans ce tome, le lien fort qui existe entre Harry et Dumbledore se resserre encore. D'ailleurs, Dumbledore voit que Harry mérite plus que lui les reliques de la mort. Harry a déjà la cape d'invisibilité, reçue par son père, et il avait réussi à trouver la pierre philosophale dans le tome 1. Dans sa jeunesse, Dumbledore s'était retrouvé dans la même situation que Harry. Néanmoins, voyant son avidité à acquérir le pouvoir que lui conféreraient les reliques de la mort, Dumbledore préféra abandonner la quête des 3 reliques. Tome 7. Harry Potter et les reliques de la mort. Métal, or. L'or représente le Graal, que tout alchimiste cherche à atteindre. À la fin du tome 7, Harry Potter pénètre dans la banque Gringotts. Harry se retrouve dans une chambre forte, entouré d'une montagne d'or, quand la coupe d'or se démultiplie à l'infini. La leçon alchimique qu'enseigne l'auteur dans ce livre est le détachement de son ego, de sa personnalité, mourir à soi pour renaître à sa version sublimée. Harry se retrouve seul à présent, sans ses mentors. Son parrain Sirius et Dumbledore sont morts. Il ne devra compter que sur lui-même. Ron et Hermione sont toujours à ses côtés. Mais ne sont-ils pas les 3 facettes d'un même individu? Hermione le féminin, Ron le masculin, et Harry la balance de la neutralité harmonieuse?
Sa relation amoureuse avec Ginny est mise de côté, le temps de finaliser sa mission. Là encore, il n'écoute pas son ego, ni son envie de vivre une relation intense avec la future femme de sa vie. Harry préfère consacrer tout son temps à cette quête principale. La quête alchimique qui dépasse sa petite personne, pour sauver le monde en tant qu'élu. Il quitte tout ce qu'il était. Il dit adieu aux Dursley, et eux-mêmes fuient leur maison pour partir loin du danger. Les Dursley acceptent de lâcher leur confort, leur routine si rassurante, bref, tout ce qu'ils avaient mis leur vie à construire. Hermione aussi fait une croix sur son passé. Pour protéger ses parents des mange-morts, elle efface jusqu'à son existence de leurs souvenirs. Ron, à son tour, quitte le terrier, et Poudlard, pour suivre ses deux amis et clôturer une fois pour toutes cette éprouvante aventure. Il est temps qu'Harry élimine son ennemi principal. Son ennemi intérieur ? Car en lui, Voldemort vit. Harry est l'un des 7 Horcruxes qui maintient le Seigneur des Ténèbres en vie. Le médaillon de Salazar Serpentard est aussi une épreuve à passer, car le médaillon réveille les pires pulsions de haine et de mort que l'on possède tous en nous. Et l'alchimie finale n'opérera que si l'on accepte de voir qui l'on est réellement, de voir qu'en nous vit la dualité. Le combat du bien et du mal se passe en vérité à l'intérieur de nous. S'il est aussi visible à l'extérieur, c'est parce qu'il est encore présent en nous. Par exemple, quelqu'un de profondément en paix, quelqu'un qui ne lutte plus entre les différents personnages qui se battent en lui-même, eh bien cette personne ne verra la guerre nulle part autour de lui. Il vivra dans un monde d'unité, un univers non scindé entre des pôles opposés. Cet initié aura compris qu'il est tout, l'intérieur comme l'extérieur, le bien comme le mal. L'alchimiste accompli ne sera plus dupe de l'illusion de cette dualité. Dans ce tome 7, Harry, Ron et Hermione font une croix sur leur jeunesse. Le récit qu'ils décident de mettre en priorité dans leur quotidien est universel. Fini Poudlard, fini les études, fini les matchs de Quidditch ou les sorties à Préolard, le temps de l'insouciance est révolu. L'adolescence fait place à la personne mature, responsable de ses actes et de ses paroles. Ils sont engagés dans un combat et ils iront jusqu'au bout. C'est lors de ce tome 7 qu'Edwige, la chouette blanche d'Harry, trouve la mort. Elle représente la fin de la quête qu'elle avait initiée 7 ans plus tôt en apportant la lettre de Poudlard. La quête d'Harry touche à sa fin. Il a grandi, il a mis de la lumière sur ses peurs, sur ses parts d'ombre. Détail intéressant, ma vidéo sort en plein reconfinement, en octobre 2020. Or, cela fait étrangement écho à la situation du trio dans le tome 7. Tout comme Harry, les jeunes d'aujourd'hui mettent leur insouciance, leurs amours et leur liberté de côté, en raison d'un virus qui menace l'humanité. Le trio, tout comme nous, se retrouve confinés, loin des leurs, à vivre reclus sur eux-mêmes, en fugitifs. Ils vivent par procuration grâce à la radio qu'écoute Ron en permanence. Ce média est le dernier lien qui le maintient encore en contact avec son ancien monde, sa vie d'avant. Sur Internet, les gens d'aujourd'hui doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent, car la censure est omniprésente. Dans Harry Potter, certains mots tabous sont des déclencheurs qui permettent aux rafleurs de géolocaliser l'individu qui le prononce. Harry Potter vit avec sa seule famille que sont devenus ses meilleurs amis, Ron et Hermione. Le trio ne va plus à l'école, ce qui est hors du commun. Leur monde si magnifique au début de la saga se transforme progressivement en une dictature terrible. Il y a un couvre-feu, des patrouilles surveillent les rues pour attraper ceux qui ne respecteraient pas les restrictions imposées par les partisans de tu sais qui. Tu sais qui ? Oui, car soudain, la peur nous reprend et nous n'osons plus prononcer le prénom du dictateur qui étend ses pouvoirs chaque jour un peu plus. Cette peur nous ferait tout accepter pourvu qu'on puisse rester en vie. Mais peut-on encore appeler ça la vie ? Nous sommes en guerre. Ainsi, si l'extérieur est le reflet de notre intérieur, il est urgent, les amis, de se mettre sur la voie initiatique de la sagesse et de la vérité afin de nous connaître vraiment. Le tome 1 est joyeux, innocent, merveilleux. Mais plus le lecteur avance dans la série, plus l'univers de J.K. Rowling devient sombre, ténébreux, effrayant. La magie noire y règne plus que la féerie du début. Pourtant, cela n'est pas aussi négatif que l'on pourrait le croire, justement. Les sorciers du bien ont évolué et refusent de se laisser gouverner par un ministère corrompu, par des enseignants incompétents et autoritaires. Time's up. Ainsi, sentant leur fin proche, les forces obscures se démènent. Elles espèrent bien nous effrayer au point qu'on accepte tout,
qu'on obéisse aveuglément sans utiliser notre libre arbitre. Mais notre libre arbitre existe, et il est au-dessus de toutes les lois factices des humains. Nous n'avons plus besoin d'un code civil complexe pour savoir où est l'amour, le respect et la fraternité. Nous aussi, nous avons grandi. Plus l'obscurité se répand, plus c'est le signe que l'élite qui détient le pouvoir a peur de la lumière qui se diffuse progressivement. La lumière est souple, elle ne s'impose pas, elle laisse les gens libres de faire leurs expériences. Alors, bien sûr, elle est plus discrète, moins visible de prime abord. Le mal, lui, veut asseoir son pouvoir, il veut régner en maître, il crie, il aboie, il hurle pour nous apeurer. Pour autant, il n'est pas le plus fort, bien au contraire. Il n'est qu'une illusion à laquelle nous décidons de croire. Alors, jusqu'à quand y croirons-nous ? Jusqu'à quand donnerons-nous notre pouvoir aux forces ténébreuses qui veulent diriger ce monde ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que nous réalisions qui nous sommes vraiment. Jusqu'à ce que nous empruntions la voie alchimique de la transformation. Jusqu'à ce que nous affirmions notre décision encore et encore en l'incarnant chaque jour dans la matière. Un petit détail alchimique toutefois. Avant d'aller manifester contre la dictature extérieure qui se met en place, assurons-nous d'abord de travailler sur notre évolution personnelle, car la société qui nous entoure et notre intériorité, notre conscience, sont intimement liées. Aussi, focalisons-nous sur ce qui rassemble et non sur ce qui nous sépare. Voici la dernière leçon de cette brillante série potterienne. Rassembler ce qui est divisé. À la fin du tome 7, tous les membres qui œuvrent pour la liberté et la fraternité se rassemblent pour venir à bout des forces obscures qui veulent imposer l'ordre, la soumission et l'exclusion, voire l'esclavage d'une certaine partie de la population. Les centaures qui étaient en froid avec les sorciers se joignent à eux dans la bataille. Les elfes de maison aussi s'engagent. Tous pour un pour tous. Quand Harry Potter, de son côté, rassemble les 7 Horcruxes pour éliminer enfin Voldemort, il réunit les différents fragments d'âme de Voldemort, car c'est le seul moyen de l'éliminer définitivement. Quand toutes les étapes alchimiques subtilement décrites dans ces 7 tomes sont accomplies, alors il ne reste qu'à mourir. Oui, dans presque toutes les quêtes initiatiques, il y a une mort apparente. Le vrai alchimiste doit mourir à ce qu'il était pour renaître en homme neuf. Tel le phénix, Harry Potter doit passer par la mort, afin de transcender ses parts d'ombre qu'il aurait définitivement gardées dans la dualité et l'imperfection. Harry est le phénix de son monde. Il meurt, puis il doit faire un choix. Revenir sur Terre ou la quitter ? En son âme et conscience, il utilise son libre arbitre et décide de renaître de ses cendres pour finir le combat contre l'obscurité qui en vérité fait partie de lui-même. Il est Voldemort, autant que Voldemort est Harry Potter. L'un ne peut vivre tant que l'autre vit, oui, s'il est sur un chemin évolutif. L'existence des deux est possible s'ils ne veulent pas grandir en conscience. Mais il y a la part d'Harry qui veut le pouvoir, l'obéissance, la suprématie, représentée par Voldemort. Et il y a le choix final d'Harry, qui décide de lâcher son aspiration au pouvoir pour prendre le chemin de l'amour de lui et des autres. Harry Potter aime même Voldemort. Autrement dit, il aime et reconnaît ses parts d'ombre. Car il est constitué des 2 polarités, tout comme l'est tout lecteur amené à lire cette série alchimique. Mais pourquoi n'avions-nous pas pensé plus tôt que la saga Harry Potter cachait une voie initiatique que chaque lecteur était amené à suivre un jour ? En tout cas, J.K. Rowling a tracé un beau chemin initiatique pour ses millions de lecteurs. À chacun maintenant de suivre ou non la voie de l'alchimiste. Et si la série était un cycle, où le dernier tome est en réalité le début du premier, car c'est surtout au premier chapitre du premier tome qu'on assiste à une véritable victoire de la lumière sur les ténèbres avec la disparition de Voldemort. Une des lois universelles implique que tout est cyclique. Peut-être que ma théorie alchimique n'est qu'une illusion influencée par le biais de confirmation. Pour autant, le parallèle entre quête alchimique et la saga Harry Potter était intéressant à aborder et à partager. En conclusion, voici le récapitulatif des étapes alchimiques à mettre en parallèle avec sa propre quête initiatique. Tome 1. L'élément déclencheur qui fait passer l'apprenti de l'obscurité à la lumière. Vitriol. Visite l'intérieur de la Terre
et en te changeant, en évoluant, tu trouveras la pierre cachée. Tome 2, abaisser certaines choses pour en élever d'autres, purification et régénération par l'eau. Tome 3, la maîtrise de soi, la colère, la peur. Refaire les mêmes erreurs qu'au début de sa quête est inévitable, il faut l'accepter. Les mêmes obstacles reviendront sans cesse tant qu'on ne les a pas définitivement réglés. Douter de soi-même. Tome 5, douter de son chemin, et il existe toujours un pôle et son opposé. Tome 6, la temporalité de votre quête. Relativisons et lâchons prise sur l'attente du résultat. Recevoir la puissance sans succomber au pouvoir. Tome 7, le détachement de son ego, de sa personnalité. Rassembler ce qui est divisé. Mourir à soi pour renaître à sa version sublimée. Une dernière question. Tout cela ne vous donne-t-il pas envie de vous mettre vous aussi sur la voie de l'initiation alchimique? Ne rêviez-vous pas d'aller à Poudlard et d'assister aux cours de potions, de défense contre les forces du mal, de métamorphose ou d'histoire de la magie? Si cela vous tente, je vous propose un petit parcours littéraire tout en douceur. 7 livres pour un éveil à votre véritable nature. 7 lectures pour faire transformer votre plomb spirituel en or. Les lois cosmiques et universelles à colorier, de Pascal Lecomte. Le dernier conte. L'éveil de la rose. Guide créatif et enchanté du confinement, spécial licorne. Le petit livre des mantras à murmurer. Mon cahier de mantras à colorier. Et le guide pratique d'Homo sapiens à Homo Deus. Comment finaliser l'évolution de l'humain. Bonne découverte!